Bonjour à tous, j'espère que tout le monde nous entend bien. Donc nous allons aborder avec vous aujourd'hui le sujet de la vente d'un bien en infraction urbanistique. Donc nous allons aborder plus spécifiquement 4 grandes questions. Donc tout d'abord, nous verrons sur quelle base l'acquéreur d'un bien en infraction urbanistique peut agir en nullité. Vous verrez que ces bases sont nombreuses, qu'elles sont généralement largement accueillies par la jurisprudence. Ensuite, nous verrons quelle protection offre la clause d'exonération de la garantie des vices cachés. Nous verrons également les limites à la validité d'une telle clause. Troisième question, nous verrons quels sont les effets d'une clause de garantie de conformité urbanistique dans l'acte authentique de vente. Et puis finalement, nous terminerons par les conséquences dans le chef du vendeur, du notaire ou de l'agent immobilier de la vente d'un bien en infraction urbanistique. Donc, nous allons tout au long de notre exposé suivre les péripéties de Bernard et Catherine qui viennent juste d'acheter la maison de leur rêve. Et vous l'aurez sans doute compris, Bernard et Catherine se rendent compte qu'une annexe a été construite sans autorisation par le précédent propriétaire. La question c'est est-ce qu'ils sont responsables? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes passibles de sanctions? C'est ce que nous allons voir immédiatement. Nous allons en effet rappeler à titre liminaire les différents types d'infractions urbanistiques. Donc, nous avons deux grandes catégories d'infractions. Tout d'abord, les infractions instantanées qui concernent plus particulièrement le vendeur. Il s'agit donc de faire exécuter des actes et travaux sans autorisation préalable pour ce faire, ou encore le fait d'enfreindre des prescriptions urbanistiques, plan de secteur, permis, règlement d'urbanisme, etc. Deuxième catégorie d'infractions, ce sont les infractions continues qui concernent alors l'acquéreur. Donc, il s'agit de poursuivre ou de maintenir des actes et des travaux infractionnels. Vous le savez sans doute, l'infraction urbanistique est une infraction de maintien, ce qui veut dire qu'elle va suivre l'immeuble en quelques mains qu'il passe, de sorte que quand bien même les acquéreurs ne sont pas au courant de l'état infractionnel du bien, ils sont eux-mêmes passibles de sanctions. Heureusement, le Code d'été prévoit certaines exceptions à ce principe selon lequel les infractions sont des infractions continues de maintien. Donc, tout d'abord, les actes et travaux qui sont réalisés ou érigés avant le 1er mars 1998 sont présumés de façon irréfragable être conformes. Ensuite, nous avons le maintien d'actes et travaux qui sont réalisés, donc par exemple sans autorisation préalable, mais qui, à l'expiration d'un délai de 10 ans, ne seront plus constitutifs d'une infraction urbanistique. Attention que dans ce cas-là, il y a également différentes conditions cumulatives qui sont reprises dans le Code d'été qui doivent être remplies. Troisième exception, ce sont le maintien d'actes et travaux qui ne remplissent pas les conditions dont je viens de vous parler et qui vont être présumés conformes après un délai, l'expiration cette fois-ci d'un délai de 20 ans après leur achèvement. Je laisse maintenant la parole au notaire Delange qui va vous parler un petit peu du régime de l'amnistie urbanistique. Voilà, bonjour tout le monde. Donc, comme vous le savez sans doute depuis peu, grâce à l'entrée en vigueur du Code d'été bis, on a un peu des règles et des dates beaucoup plus précises au niveau justement d'une amnistie urbanistique. Les dates sont les suivantes, donc jusqu'au 21 avril 1962, ça date un peu, il y a une amnistie pour tous les travaux qui auraient été exécutés sans permis. Donc, c'est une date importante. Pour le reste, on rappelle que donc il y a une présomption de régularité aussi pour les travaux réalisés avant le 1er mars 1998, sous quelques réserves. Il faut évidemment que les travaux soient réalisés dans la destination de la zone au plan de secteur, donc pas construire une maison d'habitation en zone agricole. Tout ce qui est création de nouveaux logements, hein, qui est un peu le dada de beaucoup d'acquéreurs, mais il faut que les logements aient été créés avant le 20 avril 1994, ça ne bouge pas. Tous les travaux réalisés sur des sites protégés, ben, là, il n'y a pas d'amnistie, de même que s'il y a un constat d'infraction ou une décision judiciaire avant le 1er mars 1998. Donc, pour tout ce qui est antérieur au 1er mars 1998, il y a une présomption de plein droit irréfragable de régularité urbanistique. Pour le reste, comme on l'a déjà dit, il y a des régimes de dépénalisation. C'est pour toutes les infractions non fondamentales
qui ont 10 ans après leur achèvement, pardon, et là de nouveau il y a certaines conditions. Il faut évidemment respecter les 4 conditions précédentes au niveau de la destination de la zone, création de logements, des sites protégés ou des constats d'infraction. Et donc 10 ans après l'achèvement des travaux, sous 5 conditions, il faut que les travaux aient été réalisés évidemment sans permis, qu'ils soient réguliers au plan de secteur, hein, donc toujours l'exemple d'une maison en zone agricole, ça ne passera toujours pas, qu'ils soient conformes aux guides régionaux d'urbanisme, même s'il n'y a pas souvent beaucoup de règles, qui ne dépassent pas une certaine ampleur également. Et la 5e condition, c'est le respect des 4 conditions prévues pour les travaux réalisés avant le 1er mars 98. L'autre dépénalisation, c'est toutes des infractions plus fondamentales qui sont présumées donc, en ordre urbanistique 20 ans après leur achèvement pour des travaux réalisés sans permis et pour lesquels, évidemment, on n'est pas de nouveau dans les 4 exceptions indiquées il y a quelques instants. Donc, en résumé, en région wallonne, on peut retenir différentes dates. Avant le 21 avril 1962, il y a une amnistie sans condition. Avant le 20 août 94, c'est tout ce qui est création de nouveaux logements, hein, la date ne change pas. Ensuite, 1er mars 98, qui était l'entrée en vigueur de l'ancien code de l'urbanisme du Quatuple, c'est ce qu'ils appellent un peu le grand pardon, hein, c'est les infractions plus importantes, et puis il y a tout ce qui est 10 ans ou 20 ans après l'achèvement pour les infractions fondamentales ou les infractions non fondamentales. L'idée générale, évidemment, c'est toujours une question de preuve. L'important, c'est de pouvoir prouver que ces travaux ont été réalisés et quand ils ont été réalisés. On vous enverra une série de sites internet sur lesquels vous pouvez avoir accès de manière tout à fait libre, qui sont des sites de la région wallonne où on peut constater justement les règles urbanistiques, avoir des photos assez anciennes même qui permettent de constater la date de la création d'une annexe, vérifier même dans les châssis, les dates des châssis pour pouvoir constater qu'éventuellement une véranda, c'est souvent le cas, date d'il y a plus de 20 ans. Donc voilà, pour le surplus, le code été liste un peu tous ces travaux, je crois qu'il y a une quinzaine de pages, si vous reprenez le code qui permet de vérifier quels sont le type d'infractions fondamentales ou non fondamentales. Donc voilà, vous l'aurez compris, toutes ces règles, comme on vient de voir, concernent plus particulièrement la région wallonne. Par contre, tout ce qu'on va voir ici par après est applicable dans toute la Belgique. Effectivement, il y a certaines exceptions au fait que l'infraction urbanistique est une infraction de maintien, mais le principe de base, ça reste que l'acquéreur d'un bien en infraction urbanistique, donc pour reprendre notre exemple, Catherine et Bernard qui ont acquis un bien avec une annexe irrégulière sont eux-mêmes passibles de sanctions, quand bien même ce ne sont pas eux qui ont construit l'annexe litigieuse, quand bien même ils n'étaient même pas au courant de l'état fractionnel du bien. D'où la possibilité pour ces acquéreurs d'agir en nullité contre le vendeur. Quelles sont donc les possibilités juridiques pour Catherine et Bernard? Quelles sont les bases juridiques qui peuvent être invoquées par ces derniers? Je vous l'ai dit en début d'exposé, ces bases sont multiples. Nous allons en voir 5. Donc, tout d'abord, la vente nulle à défaut d'objet licite. Ensuite, l'obligation de délivrance d'une chose conforme, la garantie des vices cachés, la garantie d'éviction, et puis les vices de consentement que sont le dol et l'erreur. Tout d'abord, est-ce que la vente d'un bien en infraction urbanistique est nulle à défaut d'objet licite? Autrement dit, est-ce que Catherine et Bernard peuvent se contenter de dire que la vente n'est tout simplement pas valable, étant donné qu'elle a pour objet de maintenir ou de créer une situation illégale? Vous le savez, la validité des conventions est subordonnée au caractère licite de leur objet ou de leur cause. Qu'est-ce qu'un objet illicite? C'est un objet qui a pour objet de créer ou maintenir une situation illégale. Donc la question à se poser, c'est est-ce que l'objet de la vente, qui est le transfert de propriété, est illicite lorsque la vente porte sur un bien en infraction urbanistique? On pourrait se dire que c'est le cas, étant donné qu'on a vu que l'infraction urbanistique est une infraction de maintien et que donc la situation illégale va se poursuivre. Mais ce n'est pas l'avis de la jurisprudence et de la doctrine majoritaire, et ce pour une raison qui paraît finalement évidente. En effet, si
lors de la vente d'un bien en infraction urbanistique, l'infraction va changer d'auteur, elle passe en quelque sorte du vendeur à l'acquéreur. Cela ne changerait à l'infraction en elle-même que la vente laisse parfaitement intacte. L'infraction n'est pas aggravée par l'effet de la vente. C'est notamment l'avis de la jurisprudence. Je vous produis ici un petit extrait d'un arrêt de la Cour d'appel de Mons datant de 2008. La vente d'un bien en infraction urbanistique est donc parfaitement valable. C'est pourquoi il y a d'autres fondements qui existent pour remettre en cause a posteriori la validité de la vente. Tout d'abord, l'obligation de délivrance d'une chose conforme. Donc, en vertu de l'article 1604 du Code civil, le vendeur doit mettre à disposition de l'acquéreur une chose conforme. Une chose conforme à quoi? À ce qui a été contractuellement convenu. Il n'existe pas, à proprement parler, d'obligation de mise en conformité urbanistique au titre d'obligation de délivrance. C'est-à-dire que ce moyen d'action, donc l'obligation de délivrance d'une chose conforme, ne pourra être invoqué que dans certains cas spécifiques, notamment si l'acte décrit précisément le bien quant à son utilisation et sa destination. Par exemple, on précise dans l'acte que l'immeuble comprend X unités de logement, ou alors l'acte reprend une clause de garantie de conformité urbanistique. Nous verrons plus en détail cette clause avec vous tout à l'heure. Il s'agit en quelques mots pour le vendeur de garantir à l'acquéreur la conformité urbanistique du bien. Donc non seulement ce moyen d'action ne pourra être invoqué que dans ces cas particuliers, mais en plus, il sera généralement invoqué uniquement entre le compromis et l'acte authentique de vente. Pourquoi? Parce que, vous le savez sans doute, c'est lors de l'acte authentique de vente généralement que l'obligation de délivrance va se matérialiser. On va remettre les clés de l'immeuble à l'acquéreur et à ce moment-là, l'acquéreur va faire un examen de l'immeuble pour vérifier si, en apparence, il est bien conforme à ce qui a été contractuellement convenu. Si il n'y a pas de protestation après cet examen, dans un bref délai après cet examen, ça veut dire qu'il y a eu agréation de l'immeuble et cette agréation va délivrer le vendeur de son obligation de délivrance. Quelles sont les conséquences donc si ce moyen d'action est invoqué valablement? La conséquence, c'est que l'acquéreur pourra obtenir la résolution de la vente et le cas échéant des dommages et intérêts complémentaires. C'est d'ailleurs ce qu'a décidé la Cour d'appel de Liège dans un arrêt de 2014. Elle a considéré que le vendeur n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance d'une chose conforme car la situation urbanistique du bien n'était pas conforme au permis octroyé. Dans ce cas-là, c'est donc la résolution de la vente qui a été obtenue et ensuite des dommages et intérêts complémentaires forfaitisés à 10% du prix de vente. Troisième fondement que l'on voit avec vous, c'est la garantie des vices cachés, qui est prévue à l'article 1641 du Code civil. Donc vous le savez sans doute qu'en vertu du droit commun, le vendeur est tenu de garantir l'acquéreur des vices cachés qui affectent la chose vendue, l'immeuble, dans le cas qui nous occupe. Quels sont, tout d'abord, est-ce qu'une infraction urbanistique est un vice caché? La réponse est positive, elle est unanime. On considère en effet qu'il s'agit d'un vice fonctionnel de la chose, c'est-à-dire que c'est un vice qui, même s'il n'affecte pas intrinsèquement la chose, il la rend impropre à l'usage auquel, à la connaissance du vendeur, l'acquéreur la destine. Il est donc tout à fait possible d'invoquer la garantie des vices cachés pour obtenir la résolution de la vente d'un bien en infraction urbanistique. Quelles sont les conditions d'application de cette garantie? Donc, tout d'abord, et cela semble évident, il faut un vice caché, c'est-à-dire un vice qui n'apparaît pas à l'acquéreur lorsqu'il effectue son examen dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, cette notion de vice caché, c'est une notion à géométrie variable qui dépendra de l'appréciation qu'en donne le juge du fond. Donc, par exemple, un vice peut être considéré comme étant caché par rapport à un profane, tandis qu'on considérait que ce même vice est apparent si on a un acquéreur professionnel qui a des compétences particulières pour déceler ce vice. Deuxième condition, le vice doit être grave, c'est-à-dire un vice qui diminue considérablement l'usage du bien ou qui le rend impropre à l'usage auquel, à la connaissance du vendeur, l'acquéreur la destine. Troisième condition, le vice doit être antérieur à la vente, ce sera toujours le cas lorsqu'on parle d'infraction de maintien. Quatrième condition, il faut que
le vendeur ne se soit pas exonéré de la garantie des vices cachés dans les actes de vente. Nous parlerons de cette clause tout à l'heure dans le cadre de notre exposé. Et puis, cinquième condition, il faut encore que l'action en garantie des vices cachés soit intentée dans un bref délai. Il n'y a pas de définition légale de la durée de ce bref délai. Il faut se référer à la jurisprudence et à la doctrine. On considère en réalité que la durée de ce bref délai oscille entre 6 mois à 2 ans à dater de la découverte des vices. Mais encore une fois, cela sera soumis à l'appréciation des juges du fond. On considère parfois que ce bref délai sera suspendu s'il y a des négociations ou des interventions défectueuses, etc. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, Catherine et Bernard ont découvert l'état fractionnel du bien en 2010, qu'ils agissent en 2007, a priori, l'action est irrecevable, mais s'ils arrivent à démontrer au tribunal que pendant ces 7 années, ils n'ont cessé d'interpeller le vendeur, qu'il y a eu des négociations, que le vendeur a proposé de régulariser, etc., alors on pourra considérer que l'action sur base de la garantie des vices cachés est tout de même intentée en déant le bref délai. Quelles sont les conséquences en cas d'application de la garantie des vices cachés? Donc, il y a 2 conséquences possibles au choix de l'acquéreur. Il y a tout d'abord l'action rédhibitoire. Donc, c'est le cas dans lequel Catherine et Bernard estiment que s'ils avaient connu l'état fractionnel du bien, ils n'auraient pas du tout acquis ce bien. Dans ce cas-là, ils ont postulé la résolution de la vente moyennant le remboursement du prix. Et puis, on a également l'action estimatoire. C'est le cas dans lequel Catherine et Bernard se disent que c'est quand même la maison de leur rêve. Ils l'auraient tout de même acquis, mais à d'autres conditions. Dans ce cas-là, ils vont postuler une réduction du prix et le tout pourra, le cas échéant, être accompagné de dommages et intérêts complémentaires. Quatrième base que l'on voit avec vous, c'est la garantie d'éviction. Donc, la garantie d'éviction qui est prévue à l'article 1626 du Code civil. Le vendeur doit en effet garantir l'acquéreur contre l'éviction. Que vise-t-on par là? On vise tant les troubles de fait que de droit causés par le vendeur lui-même et les troubles, cette fois-ci uniquement de droit, causés par des tiers, ce qui semble logique, le vendeur ne peut pas contrôler les faits et gestes des tiers. Donc, par trouble de fait du vendeur, on vise par exemple le cas dans lequel le vendeur, après la vente, continue à passer dans le jardin tous les jours. Par trouble de droit causé par un tiers, on vise spécifiquement le cas dans lequel une administration communale va réclamer une amende ou la régularisation d'une infraction urbanistique. Est-ce que ce moyen d'action peut être invoqué valablement en cas d'infraction urbanistique? La question est controversée. En effet, par exemple, dans un arrêt de 2012, la Cour d'appel de Liège n'a pas fait droit à ce fondement. Elle a estimé que les acquéreurs devaient agir sur base de la garantie des vices cachés, à savoir que dans le cas soumis à la Cour, il n'y avait pas encore de véritable éviction, il n'y avait encore aucun trouble qui était réellement subi par les acquéreurs. Par contre, en 2011, la même Cour va faire droit à ce moyen d'action. Dans ce cas-là, il y avait une véritable éviction qui était subie par les acquéreurs, étant donné que le bien n'était pas régularisable et devait d'ailleurs être détruit. C'est d'ailleurs dans ce sens que se prononce la Cour de cassation dans un arrêt de 2017 pour une infraction qui, encore une fois, n'est pas régularisable. Conséquence, si ce moyen d'action est invoqué valablement, dans un premier temps, le vendeur va devoir prendre fait et cause pour l'acquéreur. Donc, par exemple, le vendeur de Catherine et Bernard va devoir accompagner ce dernier dans leur démarche pour obtenir la régularisation de l'infraction urbanistique. S'il s'avère qu'il est totalement impossible d'obtenir la régularisation, que l'annexe doit être détruite, dans ce cas, on a une éviction qui est consommée, qui est inévitable, et on aura une véritable obligation d'indemnisation dans le chef du vendeur. Dernier moyen d'action que l'on voit avec vous, il s'agit des vices de consentement. Donc, tout d'abord, le dol. Donc, le dol, il est prévu à l'article 116 du Code civil. Il s'agit donc pour le vendeur de mettre en œuvre des manœuvres frauduleuses pour véritablement induire l'acquéreur en erreur, pour le forcer à acquérir le bien. Les conditions
d'application de ce vice de consentement sont au nombre de 3. Donc, tout d'abord, il faut des manœuvres frauduleuses. Donc, je vous l'ai dit, le but, c'est d'amener l'acquéreur à contracter, l'induire en erreur. Parmi cette catégorie de manœuvres frauduleuses, on a notamment la réticence dolosive. C'est donc le fait de retenir une information que l'on sait pourtant déterminante pour l'acquéreur. Ce sera souvent le cas pour la vente d'un bien en infraction urbanistique, le cas dans lequel le vendeur va taire la présence d'infraction urbanistique alors qu'il sait pertinemment que cela a évidemment une importance pour l'acquéreur. Deuxième condition, il faut une influence déterminante, c'est-à-dire que si l'acquéreur avait connu l'état infractionnel du bien, il n'aurait pas acquis ou il aurait acquis à d'autres conditions. Et troisième condition, c'est la volonté de tromper, c'est l'élément intentionnel du dol. C'est l'élément qui est le plus difficile à démontrer, qui va parfois faire échec aux actions qui sont fondées sur base de ce vice de consentement. Il est parfois en effet difficile de démontrer l'élément intentionnel dans le chef du vendeur. Quand on est face à une réticence dolosive, il faudra qu'il y ait en parallèle une véritable obligation de parler dans le chef du vendeur, ce qui est le cas dans le cadre du contrat de vente, étant donné qu'on a une obligation, un devoir général d'information, et puis on a également un article du Code d'été qui prévoit une obligation d'information spécifique en ce qui concerne les infractions urbanistiques, c'est-à-dire que le vendeur qui connaît une infraction urbanistique a, en vertu de cette disposition, l'obligation de le dire à l'acquéreur. Il va falloir encore démontrer la connaissance de l'élément tu. Ce n'est évidemment pas évident, d'autant plus si ce n'est pas le vendeur qui a, par exemple, lui-même construit l'annexe en état infractionnel et que lui-même a acquis le bien en état d'infraction d'un vendeur de mauvaise foi. Heureusement, la jurisprudence vient un petit peu en aide à l'acquéreur d'un bien en infraction urbanistique, étant donné que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance de l'infraction. Il y a donc un véritable renversement de la charge de la preuve, étant donné que ce ne sera plus à l'acquéreur de prouver la connaissance dans le chef du vendeur, mais au vendeur professionnel de prouver son ignorance invincible. Quelles sont les conséquences du dol? Elles sont de deux types. Donc, soit l'acquéreur demandera l'annulation de la vente, si on est dans un cas de dol principal, c'est-à-dire si l'acquéreur, s'il avait connu l'état infractionnel, n'aurait pas du tout acquis le bien, ou alors l'acquéreur obtiendra non pas la nullité du contrat, mais l'allocation d'une diminution du prix et le cas échéant de dommages et intérêts complémentaires en cas de dol incident, c'est-à-dire si l'acquéreur aurait tout de même acquis le bien s'il avait connu l'état infractionnel du bien. Dernier vice de consentement que l'on voit très brièvement avec vous, c'est l'erreur. Donc c'est totalement différent que le dol, évidemment. Ici, on n'a pas de volonté de tromper, on n'a pas cet élément intentionnel. Donc ça peut être utile lorsqu'on ne parvient pas à démontrer la connaissance de l'élément tu dans le chef du vendeur. Donc il s'agit réellement d'un vice qui n'est pas provoqué par une personne, mais d'une erreur qui est commise par une personne qui se trompe. Par exemple, je pense acquérir un terrain à bâtir alors qu'il s'avère par la suite que ce n'est pas le cas. La conséquence, si l'erreur est invoquée valablement, ce sera une fois encore l'annulation de la vente. Comment les vendeurs peuvent-ils donc se protéger? On a vu que les acquéreurs avaient plusieurs moyens d'action pour tenter d'invalider le contrat de vente, qu'ils pouvaient agir sur base de l'obligation de délivrance d'une clause conforme avant l'acte authentique de vente, ensuite sur base de la garantie d'éviction, de la garantie des vices cachés ou encore des vices de consentement. Mais est-ce que le vendeur peut, dans les actes de vente, tenter de se protéger et par exemple, peut-il s'exonérer de la garantie des vices cachés? Quelle protection donc offre cette clause d'exonération de garantie? Donc tout d'abord, le principe, c'est que cette clause est parfaitement valable. La Cour de cassation a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises. C'est même devenu une clause de style dans les actes authentiques de vente. On la retrouve, pour ainsi dire, dans à peu près tous les actes authentiques de vente, cette clause par laquelle donc le vendeur va dire que, contrairement à ce que prévoit le Code civil, il ne garantit pas l'acquéreur de l'absence de vice caché affectant le bien vendu.
Comme tout principe, celui-ci connaît des exceptions. Il y a donc des limites à la validité d'une telle clause d'exonération. La première limite, c'est la mauvaise foi, c'est-à-dire la connaissance du vice dans le chef du vendeur. Vous le savez sans doute, nul ne peut s'exonérer de sa mauvaise foi, c'est-à-dire que la clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne pourra être invoquée valablement que si le vendeur ne connaissait pas le vice dont était affectée la chose. A contrario, si on arrive à démontrer, encore une fois, cet élément est très difficile à démontrer, que le vendeur avait connaissance du vice caché, dans ce cas-là, cette clause d'exonération de la garantie des vices cachés n'aura aucun effet. Encore une fois, on a une présomption de connaissance du vice dans le chef du vendeur professionnel. On vise en réalité plus spécifiquement le vendeur fabricant ou le vendeur spécialisé. Donc, dans ce cas-là, on a une présomption de connaissance du vice, une présomption de mauvaise foi. Il n'est évidemment pas toujours aisé de savoir qui est vendeur fabricant ou qui est vendeur spécialisé. Par exemple, une société qui vend un immeuble et dont les activités l'autorisent à mener des activités immobilières ne sera pas automatiquement considérée comme un vendeur spécialisé. Par contre, un vendeur dont l'activité est vraiment l'activité de promotion immobilière, qui ne fait pour ainsi dire que ça, sera sans doute considéré comme un vendeur spécialisé. Une société qui fait rénover un bien et qui le revend, mais dont l'activité est totalement ailleurs, ne sera pas nécessairement considérée comme un vendeur spécialisé, même si elle réalise une deuxième opération du même type. Deuxième limite à la validité de cette clause, c'est le droit de la consommation, c'est le Code de droit économique qui estime que la clause d'exonération de la garantie des vices cachés est une clause abusive et que donc cette clause est interdite et nulle. C'est-à-dire que lorsque un vendeur professionnel au sens du Code de droit économique va vendre un bien à un consommateur qui agit donc à titre privé, dans ce cas-là, la clause d'exonération de la garantie des vices cachés est considérée comme nulle. Elle n'a donc aucun effet et ne pourra être invoquée valablement. En conséquence, le vendeur professionnel peut s'exonérer de la garantie des vices cachés, sauf s'il est fabricant, s'il est spécialisé, s'il traite avec un consommateur. Vous voyez donc que les cas dans lesquels le vendeur professionnel pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés sont peu nombreux. Cela pourra fonctionner, par exemple, si on a un vendeur professionnel qui traite avec un autre professionnel et s'il n'est pas fabricant ni spécialisé. Quelques conseils de rédaction. Je vais donc laisser la parole ici au notaire Delange pour les conseils de rédaction de cette clause d'exonération de la garantie. Voilà, donc comme on vient de le dire, évidemment, c'est une clause qui est valable lorsqu'on ne traite pas avec un professionnel. Et donc, vous avez ici la clause, qui est une clause de style maintenant dans les actes, comme quoi l'acquéreur prend le bien vendu dans l'état actuel, qu'il existe et qu'il se comporte avec les servitudes qui pourraient exister, avec toutes les servitudes qui pourraient exister, même si généralement c'est repris dans l'acte, mais c'est une clause générale. Et on rappelle surtout qu'il n'y a pas de recours contre le vendeur pour tous les vices apparents ou cachés du sol, du sous-sol, construction, vétusté ou dégradation du bâtiment. Donc cette clause permet évidemment à un vendeur privé de ne pas être tenu responsable des problèmes futurs qui pourraient arriver dans l'immeuble. L'idée générale, évidemment, étant que le vendeur privé, à de nouveau, donc on exclut les professionnels de l'immobilier, n'est pas capable de garantir, évidemment, l'état d'un bâtiment sur le long terme. L'idée générale est évidemment de pouvoir garantir uniquement la bonne foi d'un vendeur, et donc c'est toujours la question que l'on pose lors de la signature des actes, de bien l'interroger pour savoir s'il n'a pas connaissance de problèmes particuliers, en sachant qu'évidemment les vices dits apparents, c'est tout ce qu'on peut constater lors de la visite d'un bien, tous les petits travaux qu'un acquéreur souhaiterait réaliser, un coup dans une porte à carrelage qui est mal scellée ou autre. Et pour tout le reste, évidemment, il n'y a pas de garantie donnée par le vendeur quant à la qualité du sol et du sous-sol, ni pour tous les problèmes futurs qui pourraient apparaître dans un immeuble,
une terrasse qui s'affaisserait, un problème pour un châssis qui ne fait plus convenablement. Tout ça, évidemment, il n'y a pas de garantie sur le long terme, évidemment, parce que sinon on ne s'en sortirait jamais, chose qui est évidemment totalement impossible dans le chef d'un vendeur professionnel. Donc la clause, évidemment, n'est pas rédigée de la même manière lorsqu'on a un vendeur professionnel qui, lui, doit donner toute une série de garanties, qui sont les garanties décennales ou les garanties simplement d'absence de vice caché. Donc un vendeur professionnel peut être tenu responsable, évidemment, d'un problème qui pourrait apparaître à l'avenir, même si lui-même ne pouvait pas en avoir connaissance. Donc c'est vraiment l'opposé par rapport au vendeur privé pour lequel, vraisemblablement, si on va prouver la mauvaise foi ou la connaissance du problème lors de la vente, ne sera jamais tenu responsable pour les problèmes futurs. Donc, est-il intéressant d'introduire une clause d'exonération de la garantie des vices cachés? Bien entendu, ça reste intéressant, mais comme on l'a vu, il y a de nombreux cas, lorsqu'on est face à un vendeur professionnel, dans lesquels cette clause n'aura, pour ainsi dire, aucun effet. Nous passons donc à la troisième partie de notre exposé. Quels sont les effets, cette fois-ci, d'une clause de garantie de conformité urbanistique? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une clause de garantie de conformité urbanistique? Donc, elle consiste pour le vendeur à affirmer à l'acquéreur qu'aucune infraction urbanistique n'affecte le bien vendu. Elle peut porter soit sur les travaux qui sont réalisés personnellement par le vendeur ou plus largement sur tous les travaux réalisés sur l'immeuble, peu importe leur auteur. Dans ce cas-là, c'est évidemment beaucoup moins sécurisant pour le vendeur, étant donné qu'il va garantir l'absence d'infraction, quand bien même il n'est pas au courant de l'existence de celle-ci. Petit exemple de clause, donc je laisse le soin au notaire de l'Ange de la commenter. Voilà, donc c'est de nouveau une clause assez standard. Donc le vendeur déclare que le bien vendu ne fait l'objet d'aucun litige à sa connaissance. Sur l'interpellation, le vendeur déclare qu'à sa connaissance, sans investigation complémentaire, ne soit exigé que le bien concerné par la vente ne fait pas l'objet de travaux soumis à permis depuis qu'il en a acquis la maîtrise juridique. S'agissant de la période antérieure, évidemment, le vendeur déclare qu'il n'a pas d'autres informations que ce qui pourrait se retrouver dans son titre de propriété. Donc, comme on l'a dit, l'infraction urbanistique est une infraction continue. Et ici, évidemment, l'idée de la clause, c'est de garantir uniquement le vendeur qui déclare uniquement pour la période où il était propriétaire que lui-même n'a pas réalisé de travaux. Pour ce qui est de la période antérieure, évidemment, s'il n'a pas eu d'autres informations, ce sera de nouveau une question de preuve et de pouvoir vérifier si, antérieurement à son acquisition, il n'y avait pas eu des travaux qui auraient pu nécessiter un permis. Donc ici, l'idée de la clause, vraiment d'interpeller le vendeur uniquement pour la période où il était propriétaire et de lui faire affirmer, déclarer que lui-même n'a pas fait de travaux qui auraient pu nécessiter un permis, et généralement l'interpeller évidemment sur les travaux qu'il aurait réalisés pour vérifier si, lorsqu'il a réalisé ces travaux, un permis était nécessaire. Chose importante, évidemment, c'est de savoir quand ils ont été réalisés. En dehors des différentes dates qu'on vous a indiquées tout à l'heure, il faut savoir que tout ce qui est législation urbanistique évolue avec le temps, et que tout ce qui était vrai il y a 10 ans n'est plus aujourd'hui, ne le sera peut-être plus demain, en sachant que depuis le code d'été, il y a une série de travaux qui ne nécessitent plus de permis. Or, ceux-ci auraient pu nécessiter un permis il y a 10 ans, n'en nécessitent plus aujourd'hui et pourraient en nécessiter de nouveau dans 10 ans. Donc c'est vraiment important de pouvoir garder la date et les éléments qui permettent de prouver le moment où les travaux ont été réalisés, parce qu'en fonction de cette période, on pourrait se retrouver dans une situation où on a une infraction urbanistique, ou justement une période où le code permettait de réaliser ces travaux sans permis. Donc vraiment très important de conserver la date des travaux pour pouvoir vérifier quel code s'applique à ce moment-là. Donc, quels sont les effets de cette clause de garantie de conformité urbanistique? Donc, elle est accueillie favorablement par la jurisprudence. En effet, sa validité est fondée sur le principe de la convention de loi. La jurisprudence et la doctrine considèrent en réalité que cette clause suffit
à elle-même. Elle est donc distinguée des garanties de droit commun qu'on retrouve dans le Code civil, garantie des vices cachés, garantie d'éviction, qui sont soumises parfois à un bref délai. Donc concrètement, on considère que l'acquéreur va tirer un droit propre sur base de cette clause et va pouvoir donc agir contre le vendeur. C'est donc l'avis de la jurisprudence. Donc, vous voyez ici un arrêt de la Cour d'appel de Mons qui a été rendu donc en avril 2016. Donc, l'acte de vente contenait une clause de conformité urbanistique. L'acquéreur s'est rendu compte de la présence d'une infraction urbanistique et la Cour d'appel a considéré que l'acquéreur pouvait valablement invoquer cette clause de laquelle il tirait un droit propre. Et dans ce cas-ci, donc, une indemnité a été accordée à l'acquéreur sur base de la clause de garantie de conformité urbanistique. Quels sont les effets maintenant de l'articulation de cette clause avec la clause d'exonération de la garantie des vices cachés? Donc, il peut s'avérer qu'il y ait dans un même acte de vente les deux clauses. Donc, clause de garantie de conformité urbanistique et clause de garantie des vices cachés. Il faut être prudent étant donné que la combinaison de ces deux clauses dans un même acte de vente a une incidence importante. La jurisprudence majoritaire considère en effet que la clause de garantie de conformité urbanistique fait obstacle, en ce qui concerne bien entendu les infractions urbanistiques, à l'application de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés. Je vous produis quelques extraits de jurisprudence, vous verrez notamment de la jurisprudence très récente, qui vont dans ce sens. Donc, concrètement, la jurisprudence considère qu'il est contradictoire dans un même acte de vente de dire d'un côté, je garantis la conformité urbanistique d'un bien et donc l'absence d'infraction urbanistique, et d'un autre côté, de dire je ne garantis pas l'absence de vices cachés et donc l'absence de vices fonctionnels tels que l'infraction urbanistique. Donc concrètement, le fait de mettre ces deux clauses dans un même acte de vente fait que la clause d'exonération de la garantie des vices cachés n'a plus aucun effet. On considère que la clause de garantie de conformité urbanistique est en réalité une présomption de connaissance de vices dans le chef du vendeur, excluant donc l'exonération de la garantie des vices cachés. Attention à être prudent dans la rédaction de ces clauses. Donc, par exemple, ici, on a un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles datant de 2009. Donc, la clause prévoyait que le vendeur avait obtenu toutes les autorisations nécessaires et qu'il garantissait qu'aucune infraction ne lui avait été signifiée. Dans ce cas-là, la juridiction saisie a considéré que cette clause ne pouvait valablement être invoquée par l'acquéreur lorsque le vendeur n'est pas lui-même à l'origine des travaux infractionnels et que sa mauvaise foi n'est pas démontrée. Encore un petit exemple de clause dont je laisse le soin au notaire de commenter. Voilà, de nouveau, c'est une clause qui est assez standard. Hein. C'est de nouveau toujours le fait d'interpréter, d'interroger le vendeur sur le fait qu'il a ou non réalisé des travaux. Si ce n'est que ici dans la clause, en fait, on précise les types de travaux que justement le vendeur a réalisés et savoir quand ces travaux étaient réalisés, pour justement pouvoir vérifier si un permis aurait dû être obtenu ou pas. Comme je l'ai dit précédemment, l'idée d'avoir le moment d'achèvement des travaux permet de vérifier si on est sous l'ancien code de l'urbanisme, le quatuple pour lequel un permis aurait peut-être dû être demandé. Est-ce qu'on est dans les règles d'application du code été bis pour lequel toute une série de travaux maintenant sont listés où on précise clairement qu'aucun permis n'est nécessaire. Donc l'idée ici, dans la clause, c'est évidemment de faire déclarer au vendeur le type de travaux qui ont été réalisés dans l'immeuble et savoir quand ils ont été achevés, ce qui permettrait également, évidemment, dans les ventes suivantes, de pouvoir reprendre cette clause et d'avoir une idée des travaux réalisés par les différents propriétaires. Et donc ça permettra de voir que la piscine qui est construite en 2020 en fonction de sa dimension ne nécessitait pas de permis. Même chose pour l'abri de jardin, la véranda, les annexes qui sont souvent litigieuses et qui posent souvent question.
Ici, la clause permet vraiment d'avoir la date d'achèvement de ces travaux et de vérifier par conséquent la nécessité ou non d'obtenir un permis. Donc, nous passons ici à la quatrième partie de notre exposé, c'est-à-dire les conséquences de la vente d'un bien en infraction urbanistique. Tout d'abord, dans le chef des vendeurs. Donc, les conséquences vont dépendre un petit peu du moyen d'action qui est choisi par l'acquéreur. Donc, vous voyez par exemple que pour l'obligation de délivrance d'une chose conforme, on pourra obtenir la résolution. Pour la garantie des vices cachés, ce sera soit l'action rédhibitoire, donc résolution moyennant remboursement du prix, soit l'action estimatoire, c'est-à-dire restitution d'une partie du prix de vente. Pour la garantie d'éviction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un premier temps, le vendeur prend fait et cause pour l'acquéreur. Ce n'est que s'il y a une véritable éviction consommée que le vendeur va devoir, le cas échéant, indemniser l'acquéreur. En ce qui concerne les vices de consentement, ce ne sera plus la résolution, mais l'annulation qui pourra être postulée, ou en cas d'incident, une diminution de prix. Donc, dans tous les cas, la résolution ou l'annulation opère avec effet rétroactif. Donc, elle opère ex tunc, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une restitution des prestations réciproques, dans le cas d'espèce, restitution de l'immeuble et restitution du prix de vente. Est-ce que des dommages et intérêts complémentaires peuvent être réclamés? Donc, souvent, en sus de la résolution de l'annulation, on a encore un dommage qui persiste. On a dépensé des frais dans notre projet d'acquisition, des frais d'acte, des frais de notaire, des droits d'enregistrement, des frais de crédit, le fait de se reloger autre part pendant un certain délai, etc. Est-ce que donc les acquéreurs vont pouvoir réclamer ces dommages et intérêts complémentaires en sus de la résolution de l'annulation de la vente? La réponse est généralement positive. La jurisprudence admet largement l'octroi de ces dommages et intérêts complémentaires. La question qui se pose, c'est sur quel fondement ces dommages et intérêts complémentaires peuvent être réclamés. La question est loin d'être claire et rapide, étant donné que lorsque le contrat est résolu, annulé, on pourrait se dire qu'on ne peut pas tirer un droit finalement réclamer des dommages et intérêts sur base de ce contrat qui a disparu avec effet rétroactif. Autrement dit, est-ce qu'on considère qu'il y a des obligations post-contractuelles qui vont subsister après la disparition du contrat? Donc, je vous l'ai dit, la question reste controversée. Parfois, la loi va régler cette question. C'est le cas, par exemple, pour la garantie d'éviction. La loi prévoit expressément la possibilité de demander des dommages et intérêts complémentaires. Le mieux, ça reste de prévoir contractuellement le sort des relations post-contractuelles. C'est d'ailleurs devenu également une clause de style dans les actes authentiques de vente, la clause par laquelle on prévoit que, en cas d'inexécution par une des parties de ces obligations qui mènerait éventuellement à la disparition du contrat, l'acquéreur ou le vendeur va pouvoir réclamer des dommages et intérêts complémentaires qui sont forfaitisés habituellement à 10% du prix de vente. Donc, quel est le montant des dommages et intérêts complémentaires qui peuvent être réclamés? Donc, le droit commun s'applique. On va devoir prouver non seulement son préjudice, mais également son étendue. Ou alors, si cette clause compromissoire est dans les actes de vente, on va pouvoir se fonder sur cette clause qui forfaitise les dommages et intérêts, par exemple, à 10% du prix de vente, et on va pouvoir invoquer cette clause pour se dispenser de la démonstration de l'étendue du dommage. Les juridictions font souvent application de cette clause pour limiter les dommages et intérêts à un forfait de 10%. Attention que cette clause, c'est clairement une clause pénale. En effet, il s'agit d'un forfait qui va devoir être payé en contrepartie d'une inexécution par une des parties de ces obligations contractuelles, et non une clause de dédit. Donc, une clause de dédit, c'est lorsqu'on prévoit dans le contrat un forfait en contrepartie d'une faculté qui est offerte à une partie. Donc, par exemple, dans le contrat d'entreprise,
On a une faculté pour le maître de l'ouvrage de résilier le contrat. Il peut le faire même sans motif et à tout moment. Il arrive souvent que dans le contrat d'entreprise, on prévoit donc qu'en cas d'exercice de cette faculté, le maître de l'ouvrage devra indemniser l'entrepreneur d'un montant de 10%. Dans ce cas-là, c'est une clause de délit. Pourquoi? Parce qu'on ne sanctionne pas une inexécution, c'est une contrepartie à l'exercice simplement d'une faculté qui est offerte au maître de l'ouvrage. Quelle est l'incidence du fait qu'il s'agisse d'une clause pénale et non d'une clause de délit? L'incidence est quand même importante étant donné que le juge peut même d'office, même sans que cela ne soit demandé par une partie, réduire le montant de cette clause pénale s'il l'estime excessive. Il la réduira alors au préjudice prévisible au jour de la conclusion du contrat. Quelles sont maintenant les conséquences dans le chef du notaire? C'est donc le notaire de Lange qui va vous parler de ces conséquences. Voilà, alors quelles sont les conséquences évidemment pour un notaire de vendre un bien en infraction urbanistique? Bon, soit on en a l'information, il existe des clauses, simplement on précise évidemment que le bien est vendu et fait l'objet d'une infraction urbanistique. Ça, c'est pas un souci. Maintenant, quelles sont nos responsabilités, évidemment, dans le cadre de notre devoir de conseil? Donc, l'idée générale, c'est qu'évidemment, on a un devoir de vérification et un devoir d'information, évidemment, et on a toute une série d'informations qu'on peut retrouver justement, soit sur base des courriers reçus de l'urbanisme, sur base des différents sites internet consultables, sur base du courrier de la commune. On peut vérifier, évidemment, la situation du bien. On a une obligation de moyens, en résumé, on a une obligation d'information et de vérification et non de résultat. Donc, ce n'est pas nous, en tant que notaire, on ne peut pas garantir, évidemment, que le bien ne fait pas l'objet d'une infraction urbanistique, mais on a une obligation de moyens de vérifier, en tant que notaire prudent et diligent, de vérifier si certaines informations disponibles ne permettent pas de constater une infraction urbanistique ou éventuellement un problème qui pourrait subvenir à l'avenir. Donc, on n'a évidemment pas les moyens de visiter l'ensemble des immeubles vendus, mais sur base simplement du plan cadastral ou de Google Earth, ça permet quand même déjà de vérifier si le bien est exactement identique à la matrice cadastrale, en sachant que le plan cadastral est un type d'information, hein, c'est des renseignements administratifs, ce n'est pas toujours totalement vrai, il y a souvent des erreurs, mais ça permet déjà de faire une série de vérifications. Il y a eu de la jurisprudence assez récente où justement le notaire avait été déchargé de toute responsabilité de vérification, évidemment la description d'un bien sur base de plans qui pourrait exister, arrêt qui était cassé par la Cour de cassation, et on rappelle qu'on a une obligation de vérifier évidemment la description du bien conformément au plan dont on pourrait disposer ou sur base de tous les autres éléments, comme je l'ai dit, qui permettent de vérifier. On essaye de plus en plus, lors de la signature des actes, de montrer justement sur l'écran la description du bien suivant le plan cadastral et suivant Google Earth, ce qui permet d'avoir quand même assez bien d'idées sur sur la conformité du bien. De nouveau, on a des clauses qui peuvent être indiquées. Ici, c'est une clause type dans le cadre d'une véranda qui aurait été construite sans permis. Ben, on indique une clause qui permet justement aux vendeurs de permettre à l'acquéreur de vérifier au fait la conformité urbanistique du bien, soit d'introduire un permis de régularisation, soit simplement pour l'acquéreur de prendre des renseignements auprès de l'urbanisme, en sachant de nouveau que malheureusement, même si le code est le même partout en région wallonne, il faut savoir que les différents services urbanistiques des différentes communes ne l'interprètent pas toujours de la même manière. Donc c'est vraiment important de vérifier commune par commune quel est le sentiment de la commune sur tel ou tel travaux qui ont été réalisés sans permis. Et donc cette clause permet évidemment également à l'acquéreur de passer outre, de décider qu'il en fait son affaire personnelle et de décider d'acquérir le bien même si celui-ci fait l'objet d'une infraction urbanistique. Pour le surplus, quel est le risque pour l'agent immobilier qui est généralement, évidemment, en première ligne? Donc, il y a un code de déontologie également pour les agents immobiliers et celui-ci a l'obligation, évidemment, de réclamer aux vendeurs tous les documents et les informations nécessaires
pour mettre le bien en vente et de faire toutes les vérifications adéquates sur base évidemment des mêmes éléments dont il dispose, c'est-à-dire pouvoir vérifier sur différents sites internet, voire interroger dès que sa mission commence, d'interroger la commune et de demander les renseignements urbanistiques. Et il est évidemment clair que l'agent immobilier ne peut pas, dans le cadre de sa mission, induire les vendeurs en erreur dans le cadre de la publicité qu'il ferait lors de la mise en vente d'un bien. Et donc l'agent immobilier a une obligation d'investigation et d'information, d'aller chercher l'information. Il n'y a pas d'obligation de se faire remettre le permis, les plans. Malheureusement, souvent, les vendeurs ne l'ont pas, ne les ont plus, et les communes non plus. Donc il y a un devoir de vérification et également de constater, lors de la visite de l'immeuble, généralement, il y a certains points qui sont assez faciles. On cite ici les pergolas qui auraient été fermés, une véranda, une piscine. Tout ça doit attirer l'attention évidemment d'un vendeur professionnel qui est l'agent immobilier pour vérifier si le vendeur a obtenu ou non les permis adéquats pour l'ensemble de ses travaux. Donc, les conséquences pour l'agent immobilier, il y a une obligation d'information spécifique en matière d'urbanisme. On rappelle toutes les obligations au niveau de la description, savoir s'il y a des périmètres de préemption, de classement et autres. Il est toujours intéressant d'interroger, d'écrire à la commune. C'est vrai que souvent, c'est les notaires qui s'en chargent, mais les agents immobiliers peuvent le faire également. Il y a des lettres types qui permettent d'avoir déjà toute une série de réponses au niveau de la commune. Et pour le surplus, je rappelle à nouveau l'ensemble des sites internet qui permettent d'avoir une série d'informations qui se complètent d'année en année. Logiquement, on devrait avoir accès à l'ensemble des informations comme les communes, mais ce n'est pas encore d'application complètement. Et donc, l'idée, c'est de donner une information claire et précise. Ici, l'arrêt de la Cour d'appel de Mons, justement, reprenait le cas de la vente d'un bien en infraction urbanistique. Et l'idée était de savoir, vu que l'agent immobilier avait réalisé sa mission et vendu l'immeuble, trouvé un acquéreur, est-ce qu'il avait droit à sa commission, compte tenu du fait que la vente n'a finalement pas eu lieu pour cause d'infraction urbanistique. L'idée, évidemment, c'est non, on ne peut pas prétendre à sa commission. L'idée étant qu'on ne peut pas se satisfaire des simples informations données par le vendeur et qu'il y a des vérifications à réaliser. Et donc, il y a une obligation de s'assurer que le bien est conforme aux prescriptions urbanistiques. Je le rappelle, sur base des éléments disponibles. On ne va pas commencer à mesurer l'ensemble des maisons et retrouver tous les plans possibles, imaginables, mais il y a une série d'informations qu'on peut trouver assez facilement. Et donc, il y a de fait une responsabilité pour l'agent immobilier comme pour le notaire, sur base des éléments dont on peut disposer. Donc voilà, on vous remercie tous pour votre attention. On est à votre disposition pour toute question.